Allez-y, installez-vous. Hein. Alex, je vais te mettre. Pardon. Ah. Excuse-moi, bah, du coup. Tu voulais te mettre là? Non, non, c'est bon, je vais me mettre à côté. Ouais, ça marche. Oui, Bien, bonjour à tous. On va attendre encore 2 petites minutes que tout le monde arrive. Merci d'être là en tout cas. J'en profite. Dans le cours de la conférence, on va avoir une séance de questions-réponses. Donc j'invite celles et ceux qui auront des questions à utiliser l'appli fournie par le salon. Ça nous permettra d'avoir une discussion interactive à l'issue de la présentation. Ah oui, c'est bien. Ça valait le coup. Bien, c'est parfait. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue dans cette conférence, cet atelier sur le thème de la construction responsable du supermarché. Je m'appelle Jean-Baptiste Léger, je suis le directeur de la RSE et des affaires publiques pour Lidl France. Et je vous remercie vraiment d'avoir bravé et le virus et le monde pour venir à cette conférence. Conférence durant laquelle on aura la chance d'avoir un panel d'experts, alors qui certes ne représente peut-être pas la parité de la société, mais qui, je l'espère, en tout cas, saura vous convaincre et vous séduire par son expertise. Donc un panel d'experts avec Manuel Bourriot d'Epops Biodiversité, Fabien Dufournel, qui est le fondateur de Beekeeper, Cyril Meyer, qui est le directeur de Lennox, qui vous présentera tout à l'heure ses activités, Alexandre Baudard, qui est mon collègue chez Lidl en charge de la construction, et donc moi-même. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer finalement comment est-ce qu'on construit un supermarché responsable, quels sont finalement les acteurs qui sont engagés pour la construction de ces projets, et essayer de vous faire rentrer un petit peu dans les coulisses de ces lieux qui sont familiers, mais qui parfois finalement sont relativement méconnus. Cette conférence est organisée par Lidl, qui est un acteur assez important de l'immobilier commercial. Vous nous connaissez sans doute en tant que distributeur, en tant que supermarché. On est un des principaux distributeurs sur le marché en France aujourd'hui. On a 1550 points de vente, 25 entrepôts, 25 plateformes logistiques en France, plus de 35 000 employés sur tout le territoire français. Lidl, c'est aussi un concept unique de distribution avec 1700 produits de marques à distributeurs. On a un assortiment de 90% de marques distributeurs, 10% de marques nationales, ce qui est assez unique dans le monde de la distribution. On représente en 2020 plus de 6% de parts de marché. On est un acteur en croissance sur le marché de la grande distribution. Et notre activité permet de soutenir plus de 180 000 emplois en France, sur toute la chaîne de valeur et sur tout le territoire. Lidl, c'est une enseigne qui draine plus de 10 millions de clients par semaine. On a beaucoup d'impact sur le monde de la consommation. Et on a finalement aussi un impact sur le foncier, vu qu'on a plus de 1,5 million de mètres carrés de surface de vente. Vous aurez fait le calcul, ça fait qu'à peu près chaque supermarché propose 1000 mètres carrés de surface de vente. On a aussi la spécificité d'être un propriétaire exploitant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est propriétaire de nos murs. Tous les supermarchés Lidl sont propriétés de l'entreprise. De la même manière, nos entrepôts sont la propriété de Lidl. Ça veut dire que finalement, en termes de responsabilité sociétale, on a d'une part les coûts des franches pour finalement travailler sur notre stratégie immobilière, d'autre part finalement la nécessité de réduire notre impact sur le parc de supermarchés et sur le parc entrepôt. On est aussi un acteur visible dans le marché du sponsoring avec le handball évidemment, et on est peut-être, c'est assez peu connu, on est le premier mécène privé des Restos du Cœur grâce à une initiative de lutte
contre le gaspillage alimentaire. Je vais très rapidement sur notre stratégie RSE. L'objectif ici, c'est vraiment beaucoup plus de parler des supermarchés, mais je pense que c'est important d'articuler finalement la dimension produit de la dimension bâti. On a une stratégie RSE qui s'appelle En route vers demain, qui s'articule autour de 5 piliers. Un pilier sur l'assortiment. Comme je vous le disais, on est un distributeur à assortiment sélectionné, c'est-à-dire qu'on a finalement peu de références, mais on fait en sorte que ces références soient les plus durables possibles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est finalement très présent sur le marché de la certification produit, que ce soit au niveau du poisson, MSC, ASC. On est aussi le premier distributeur à avoir annoncé 100% de produits papier et cellulose issus de forêts gérées durablement. Et on s'engage aussi de plus en plus sur le secteur du bien-être animal avec, en 2019, plus de 70% de nos œufs qui étaient hors cage. Un deuxième autre axe de notre stratégie RSE, c'est finalement la manière de travailler sur le long terme avec les partenaires des filières agricoles. Cette notion de long terme est importante à garder en tête. C'est bien évidemment quelque chose qui est tout à fait associé à la notion de durabilité. C'est aussi quelque chose qu'on va voir dans la partie immobilière parce que justement c'est un engagement pour nous sur un horizon de temps assez long. Lidl est reconnu sur la dimension produit pour son engagement auprès des éleveurs en particulier, avec des contrats tripartites qui sont des contrats finalement qui donnent de la visibilité et de la valeur à l'élevage. On est aussi très présent sur la dimension de la solidarité. On a un gros partenariat avec les Restos du Cœur dans le cadre de notre programme de lutte contre le gaspillage alimentaire. Peut-être que celles et ceux d'entre vous qui sont déjà allés dans un magasin Lidl ont pu voir que finalement on vendait les fruits et légumes à date courte et on reverse la moitié de cette somme au Restos du Cœur. Donc c'est des cagettes de 1 €, mais vu qu'on en vend plusieurs centaines de milliers chaque année, à la fin ça fait un gros chèque, plus d'1 million d'euros versés chaque année au Restos du Cœur. Un employeur responsable, donc sur la notion notamment d'égalité homme-femme, et on est aussi un employeur qui essayons de donner de la visibilité sur l'emploi de nos employés, avec plus de 98% d'employés en CDI. Et enfin, dernier point de notre stratégie RSE, qui est peut-être celle qu'on va plus discuter aujourd'hui, la partie environnementale. On a un système en magasin de valorisation de nos déchets, de rétro-logistique. On pourra en parler si vous voulez après cette conférence, mais qui nous permet finalement d'avoir un taux de valorisation des déchets un peu plus élevé que la moyenne de la grande distribution, plus de 80% en moyenne. Et enfin, le point important, c'est que 100% de nos bâtiments, donc entrepôts, supermarchés et sièges sociaux, sont certifiés ISO 50001, et ça c'est vraiment une expertise spécifique de Lidl dans le domaine de l'énergie et la réduction de l'impact environnemental. C'est vraiment ce dont on veut discuter aujourd'hui, parce que finalement, quand on parle de supermarché, quand on parle de responsabilité pour les supermarchés, on reste dans une image d'Épinal ou dans une perception qui est celle du concept commercial des années 90, qui est finalement un concept assez peu efficace en énergie, avec des matériaux peu nobles, et c'est aujourd'hui ce qui prédomine dans l'imaginaire collectif. Alors qu'en fait, les concepts commerciaux ont beaucoup évolué avec le temps et se sont adaptés finalement à la demande des clients, des consommateurs et de la société civile. Et aujourd'hui, donc, et particulièrement chez Lidl, on est dans une construction qui est très performante du point de vue environnemental. Nos experts pourront vous l'illustrer bien mieux que moi. Et on a inauguré en particulier en 2020 notre premier supermarché à énergie positive dans le sud de la France. Donc c'est un supermarché qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Et c'est une tendance, bien évidemment, qui a été enclenchée depuis de nombreuses années, depuis 2012, grosso modo chez nous, et qui va se poursuivre dans les années à venir. Donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment ce qui va devenir et ce qui est déjà aujourd'hui, finalement, la norme chez Lidl. Très rapidement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Lidl est un acteur innovant de l'immobilier durable ? Première chose, donc quand on travaille sur l'immobilier, et Alexandre Baudard, donc notre responsable de la construction, pourra y revenir tout à l'heure, on travaille sur plusieurs axes. Le premier, c'est celui de la sobriété énergétique. Donc comme je vous le disais, on est à 100% de certification ISO 50001, donc on a fait un relamping de nos magasins, on est passé à 100% de LED, donc ça c'est finalement assez classique pour celles et ceux qui connaissent bien la RSE, c'est finalement quelque chose d'assez simple à faire pour réduire sa consommation d'électricité, mais ça a un impact assez important. On a mis sur tous nos nouveaux magasins des logiciels de gestion technique du bâtiment, donc qui permettent de piloter à distance et de manière beaucoup plus efficace la consommation d'énergie de nos bâtiments. Et on a déployé, et on déploie de plus en plus, un système d'éclairage intelligent. Et vous verrez tout à l'heure à quoi ça ressemble. Sobriété énergétique d'un côté,
production d'énergie renouvelable de l'autre. On est le premier distributeur aujourd'hui en France en dynamique d'installation de panneaux solaires. On va terminer l'année à plus de 120 000 m² panneaux photovoltaïques installés sur nos magasins. Si vous faites le ratio 1500 magasins, 120 000 m², donc vous voyez que c'est une dynamique qui est importante sur notre parc. On est aussi un acteur finalement, on est le premier distributeur aussi en termes de nombre de bornes de recharge installées pour les bornes de recharge électriques. Et là, bien évidemment, on pense à l'actualité du plan de relance avec la volonté de déployer davantage de bornes sur le territoire français. Donc Lidl finalement est plutôt bien positionné à ce niveau-là. On travaille évidemment aussi sur une thématique d'actualité qui est la lutte contre l'artificialisation. Donc dans le cadre bien évidemment des obligations réglementaires, on a mis en place des places perméabilisées, mais on va très souvent au-delà de la réglementation. Et on essaie aussi de construire de nouveaux projets sur des reprises de friches commerciales ou industrielles, bien sûr pour lutter contre l'artificialisation, mais aussi tout simplement parce que ce sont souvent les localisations les plus intéressantes. Donc les résultats en termes de KPIs, aujourd'hui on arrive à avoir finalement une efficacité très importante de nos surfaces commerciales. Donc vous avez les chiffres ici en termes d'efficacité CO2 et en termes de consommation d'énergie par mètre carré. Si vous allez regarder les rapports RSE de nos distributeurs, vous verrez que la valeur ici proposée par Lidl est finalement bien en deçà de ce que d'autres entreprises peuvent communiquer. Donc on est très fiers d'être très efficaces sur la partie de performance énergétique de nos supermarchés. On est un acteur aussi donc finalement qui construisons beaucoup. L'activité d'expansion et l'activité de construction immobilière chez Lidl, ça correspond à 18 000 emplois soutenus en France. C'est quasiment 1% du secteur du BTP qui est finalement attribuable à l'activité de Lidl. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi unique dans le monde de la grande distribution. Très rapidement, c'était donc les chiffres de l'immobilier commercial chez Lidl. Je vais peut-être céder la parole à quelqu'un que vous connaissez bien et qui saura vous le présenter de manière plus ludique et plus interactive. À toi, Fred. Bonjour, approchez-vous, j'ai un petit secret à vous dire. Savez-vous que ce supermarché, enfin je devrais dire votre... Attendez. Petite usine. Voilà. Je ne sois pas le seul à profiter de cela. Supermarché est aujourd'hui ce qui se fait de mieux en matière de responsabilité environnementale. Un petit bijou de technologie verte. Si, vous pouvez me croire. Alors parlons d'abord de ses performances énergétiques. L'objectif de ce magasin, c'est d'être le plus autonome possible en énergie. Comment? Eh bien déjà, grâce à tous les panneaux solaires qui couvrent sa toiture. On appelle cela des panneaux photovoltaïques. Ils transforment directement les rayons du soleil en électricité. Et puis il y a aussi une éolienne qui, grâce à la force du vent, alimente le supermarché en électricité. Certes moins que les panneaux solaires, mais l'éolienne a l'avantage de produire aussi la nuit. Et ce n'est pas tout. Ce supermarché est également très économe en énergie, car c'est très bien de produire sa propre énergie renouvelable, mais c'est encore mieux de ne pas la gaspiller. Et pour cela, ce supermarché est équipé des technologies les plus performantes, comme par exemple un éclairage intelligent qui fonctionne grâce à des capteurs de présence. Bref, tout a été conçu et étudié pour obtenir la plus grande sobriété énergétique. Je vous le disais, c'est un supermarché éco-responsable. Alors n'hésitez pas à vous balader à l'extérieur, il y a plein de choses à découvrir. Quant à moi, j'ai encore des secrets à vous dévoiler. Si ça vous intéresse, il suffit de choisir une autre vidéo. Alors, si ça vous intéresse, il suffit aussi d'aller au magasin de Chilly-Mazarin, dans le sud de Paris. C'est là que les images ont été tournées et c'est là que d'autres vidéos avec Fred vous attendront. Donc n'hésitez pas à aller... entrer dans le magasin et pourquoi pas y faire vos courses également. Donc l'idée aujourd'hui, c'est finalement de rentrer aussi dans le détail des acteurs qui sont dans les coulisses. Donc on a la chance d'avoir 3 experts qui sont des gens avec lesquels Lidl travaille au quotidien pour finalement construire ces supermarchés. On va commencer tout de suite avec l'Enox, avec Cyril Meyer, qui va nous parler finalement du froid, de l'installation de froid, qui correspond finalement à quasiment 40% de la consommation énergétique des magasins. Donc Cyril, c'est vous qui avez les clés du camion. C'est ça, merci. Ça marche, vous m'entendez tous? Très bien. Bonjour, déjà je voulais remercier l'entreprise Lidl pour l'invitation. Effectivement,
on a un partenariat avec l'entreprise Lidl et depuis assez longtemps maintenant, qui nous permet d'avoir des solutions qui sont durables et éco-responsables. Ça comme ça va aller mieux. Et donc, c'est un partenariat qui, on va dire, est sur le long terme, basé sur la durabilité d'une relation, donc avec une pensée spéciale à M. Baudard, qui travaille beaucoup là-dessus, et toute son équipe, bien sûr. Donc, en 2 mots, je vais vous présenter Lennox. Donc, on est un fabricant de systèmes de chauffage et de climatisation et de froid commercial. Donc, oui, effectivement, ce sont des produits qui sont consommateurs d'énergie, mais qui sont indispensables aussi bien le chauffage pour un minimum de confort et de stockage des produits dans le magasin, et puis après la partie froid commercial pour pouvoir vous vendre des produits qui soient de qualité et qui aient une pérennité dans le temps. Forcément, il faut du froid commercial. Donc ça, c'est toute la partie de notre cœur de métier, donc fabricant de ces systèmes-là. On est une entreprise qui est une filiale d'un siège international basé à Dallas. Donc on est effectivement d'origine américaine, même si à la base on est un conglomérat d'entreprises notamment françaises, puisque nos productions européennes sont fabriquées en France. On a 2 sites de production, un à côté de Dijon et un à côté de Lyon, et puis un autre en Espagne. Donc on a à travers le catalogue, un catalogue complet de produits et de solutions pour le tertiaire, l'industrie, qui est orienté économie d'énergie, donc à faible impact environnemental. Là-dessus viennent forcément aussi des normes, donc des normes environnementales telles que la quantité de réfrigérants dans les machines, puisqu'on est fortement sensibilisé sur ce point-là, on y reviendra tout à l'heure. Également sur combien produit une machine par rapport à l'énergie qu'elle va restituer, que ce soit en froid ou en chaud. Donc on parle d'efficacité énergétique de nos produits. Tout ça, ce sont des choses qui sont normées. L'idée, c'est de dépasser cette norme et de proposer des choses qui soient toujours les plus performantes et avec des consommations qui soient les plus faibles. Donc la protection et la préservation de l'environnement, vous le sentez bien, c'est des sujets qui sont importants, aussi bien pour Lidl que pour Lennox. Ce qui nous permet de mettre en œuvre des innovations produits, et puis dans ce cadre-là du magasin de Chili Mazarin et de Fenouillet, effectivement avoir des produits avec des premières mondiales, puisque Lidl nous a permis d'effectuer le lancement d'une machine avec des gaz réfrigérants à faible impact environnemental. Donc ce sont des gaz réfrigérants qui sont déjà en plus faible quantité dans les machines, et ensuite ce sont des gaz réfrigérants qui, s'ils sont relâchés dans l'atmosphère, donc bien sûr l'objectif n'est pas de les relâcher dans l'atmosphère, il y a une réglementation par rapport à tous les gaz réfrigérants pour que l'impact soit le plus faible possible, y compris durant des périodes de maintenance, de justement avoir l'impact vraiment le plus faible possible sur toute la pérennité du produit, c'est-à-dire de la fabrication jusqu'à la maintenance, à la mise en service, voire à la mise au rebut de la machine. Donc la machine, vous l'avez là, donc c'est ce qu'on appelle communément un rooftop. Donc c'est grosso modo une machine compacte monobloc qui a pour objectif de faire du traitement de l'air, donc du traitement de l'air en vue de faire du chauffage ou de la climatisation et en même temps de la filtration, puisque la qualité d'air dans les bâtiments est importante, vous l'avez vu là. On fait également des économies d'énergie avec ces machines par des capteurs de type CO2, c'est-à-dire qu'on mesure la quantité de personnes qu'il y a dans les magasins et qui permettent de vraiment savoir s'il faut de l'air neuf ou s'il ne faut pas d'air neuf. Avec le Covid actuellement, le sujet de l'air neuf est quelque chose qui est très important. Donc on maximise un maximum d'air neuf dans les locaux pour faire en sorte que justement la qualité d'air soit la meilleure possible. Et c'est toujours un équilibre. Alors hors temps Covid, c'est un équilibre entre la qualité d'air dans les magasins et la quantité d'énergie consommée. Pendant la période Covid, je vous dirais, on est plutôt à maximiser le taux d'air neuf, quitte à consommer un peu plus d'énergie, mais en vue d'avoir des environnements qui soient sains et qui nous permettent d'avoir un espace confortable pour pouvoir aller faire ses courses à minima à une température
agréables ou qui permettent tout du moins de ne pas être frigorifié sur place en hiver ou d'avoir la même température que l'extérieur en été. Donc c'est un petit peu tout ce qu'on a voulu mettre en œuvre avec l'entreprise Lidl. Et puis donc on voit des nouveautés d'un point de vue fluide réfrigérant, hein, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, qui ont des plus faibles impacts de consommation énergétique, mais également sur un aspect communication et diminution justement au mieux de la partie énergétique en la suivant et en la traçant tout au long de la durée de vie de l'appareil, donc avec des appareils de mesure et puis avec une gestion à télésurveillance à distance intégrée dans la machine, qui permet notamment de faire de la maintenance préventive. Tout un chacun sait que quand on achète une machine, elle est neuve, elle fonctionne bien. C'est quelque chose qui, on peut en être tout de suite assez satisfait d'un point de vue performance. La performance, elle doit être aussi dans la durée. C'est-à-dire que si une voiture, vous n'allez pas faire d'entretien dessus, forcément, au bout d'un moment, vous allez avoir une fumée qui va se dégager, qui va être un peu plus noire derrière, alors que si vous faites un entretien régulier, l'objectif est justement de pouvoir maintenir et garantir l'ensemble des performances tout au long de la durée de vie de l'appareil. Voilà, concernant la partie chauffage, climatisation. Bon, merci beaucoup pour cette description effectivement du rooftop. C'est quelque chose qu'on ne voit pas sur un magasin, mais qui est extrêmement important et qui a aussi un impact très important sur notre bilan carbone d'exploitation du magasin. Donc ça, c'était pour le fonctionnement intérieur finalement du magasin, mais bien évidemment, l'impact, il est également sur les extérieurs, notamment sur l'artificialisation des sols, et c'est tout le travail que l'on mène avec Manuel Bourriot d'EPOPS Biodiversité, sur justement travailler l'inclusion paysagère des supermarchés. Donc bonjour, je remercie à mon tour Lidl de m'avoir invité au Salon Pro Durable. Donc j'ai créé l'activité EPOPS Biodiversité. Cette activité, je propose mes prestations aux promoteurs immobiliers, aux gestionnaires d'infrastructures et aux services de planification, notamment pour le renouvellement urbain. On m'a demandé d'être concret, alors très concrètement et très manuellement, moi je fabrique des nichoirs à oiseaux, des hôtels insectes et des abris pour la faune et la flore à disposer pour valoriser les espaces naturels, les espaces paysagers, pardon. Ça c'est vraiment la partie la plus visible et la plus communicante de ce que j'apporte donc sur un projet paysager, sachant que c'est effectivement pour le valoriser écologiquement et moi j'apporte aussi une vision pour le valoriser socialement. Valoriser écologiquement, c'est essayer de faire en sorte qu'il y ait le plus de variétés végétales, notamment sur les espaces verts, et que ces espèces végétales soient le plus adaptées et le plus spontanées possible. Donc mon travail, il vient en appui, il amène une logique de plus, et il vient en appui d'un architecte paysagiste, ou en tout cas d'un architecte pour l'extérieur, pour les espaces paysagers. Voilà. Donc je suis technicien agricole en protection de la nature. Donc quand on parle de valoriser écologiquement les espaces, c'est aussi d'organiser, de participer à ce qu'on appelle la porosité de la nature en ville, c'est-à-dire de permettre à la nature de regagner un peu de terrain dans l'espace urbain. Donc c'est pas, quand je dis ça, c'est pas un délire esthète. En fait, il y a toujours un objectif social ou économique, et donc je propose ici de beaucoup travailler sur la communication qu'il y a autour de ça. Donc je me perds un petit peu. Dans un espace vous avez vert, travaillé du coup sur des projets de supermarchés dans le sud de la France. Ouais, donc on a travaillé, j'ai travaillé sur plusieurs projets dans le sud de la France. Sur ces espaces, donc l'architecte paysagiste, il va faire rentrer des arbres sur l'espace qui est vraiment de production, c'est-à-dire le parking ou le magasin, si jamais c'est de la végétalisation de bâtiments ou la végétalisation du parking. Moi, je travaille vraiment sur les espaces paysagers qui sont annexes, c'est-à-dire en bordure, sur les haies ou sur des îlots de biodiversité. C'est-à-dire que je vais accompagner l'architecte paysagiste et lui dire, mais en même temps que mettre une haie dont la valeur est surtout esthétique, on va essayer de lui donner une valeur écologique et de biodiversité. Et là, il n'y a pas de... C'est pas très compliqué, où il n'y a pas de secret, c'est-à-dire il faut de la végétation spontanée. C'est-à-dire un architecte paysagiste, il va pouvoir prévoir de planter telles herbes,
tels arbustes ou tels arbres pour faire une haie champêtre en bordure de parcelle pour l'intégration paysagère. Mais effectivement, c'est pas mal de réserver 2 ou 3 mètres pour dire là, on ne touche plus, on ne touche plus, on n'entretient pas. Donc c'est un message qu'il faut aussi faire passer auprès des gens qui côtoient ce lieu, que ce soit les clients du magasin ou les riverains, pour dire c'est pas du laisser aller, c'est un choix volontaire, et ça s'accompagne forcément par la communication. Donc ces espaces où on laisse aller la nature, donc ça c'est quand ce sont des linéaires comme on peut les appeler corridors écologiques. Quand c'est plus en forme, on va dire, de patates, on peut organiser des îlots de biodiversité. Et dans ces îlots de biodiversité, on peut installer des structures pour accueillir les animaux, comme des nichoirs, des hôtels à insectes et des abris, des tas de pierres, des tas de bois. Pour travailler sur l'intégration de ces endroits, donc comme je vous l'ai dit, pour l'acceptation psychologique d'avoir une nature libre et sauvage à proximité, c'est-à-dire à proximité du parking ou du magasin, c'est effectivement de bien le signaler et pourquoi pas de le clôturer, c'est-à-dire on sait bien qu'une clôture, en fait, ça protège et la nature de l'intervention extérieure, mais ça protège aussi psychologiquement l'homme de sa peur de la nature, c'est-à-dire des animaux qui peuvent en sortir. Voilà. Même s'ils ne sont pas très gros, en l'occurrence. En plus de ça, donc comme je vous le disais, moi je favorise donc l'entrée de la nature en ville, mais ça a une valeur aussi sociale, pédagogique, c'est-à-dire à partir du moment où on donne les moyens aux gens, aux riverains, aux salariés ou aux clients de venir un peu observer ces animaux et d'avoir une information très classique sur l'écologie. Et parallèlement, donc il y a ces espaces libres ensauvagés, on va dire ça comme ça, même si le terme en ce moment n'est pas très... voilà, mais moi je l'utilise. On a par exemple sur un projet aménager une houe paysagère. Une houe paysagère, c'est un bassin qui reçoit l'eau des pluies quand il y a de fortes intempéries. Donc c'est un espace de sécurité. Et ces houes paysagères, c'est l'exemple type d'un espace paysager, d'un espace naturel qui n'est pas vraiment valorisé, c'est-à-dire il y a un peu d'herbe à l'intérieur. Maintenant, on commence à planter des arbres, mais on peut encore plus le valoriser, donc écologiquement et socialement, en plantant plus d'arbres sur les rives, plus de buissons. Et on a fait donc sur un projet à Pézenas un sentier pédagogique dans la noue paysagère, puisque cette noue, si mes souvenirs sont bons, elle fait 2500 m², ce qui est quand même une grosse surface. On a fait aussi un projet de verger, donc pareil, en périphérie d'un magasin. Et pour l'exemple sur cet exemple-là, donc en plus de cette parcelle donc, où le magasin est construit, Lidl a acheté une autre parcelle où ils ont fait des jardins familiaux, donc qui sont destinés ou aux salariés de Lidl ou bien à une association riveraine qui offre des jardins. Donc ça, les jardins, donc j'interviens aussi dans l'aménagement des jardins pour savoir là où on met une haie, des îlots de biodiversité pour qu'à la fois il y ait du jardinage et de la biodiversité et de l'écologie. Et ce point-là, pardon, je vous interromps et je complète, mais c'est vrai que c'est important pour travailler justement l'inclusion territoriale, l'inclusion sociale de ces projets-là. On voit qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'acceptabilité finalement sur des projets d'aménagement commercial, et donc il est important justement pour un acteur comme Lidl d'investir dans le dialogue avec les élus, de proposer des projets qui peuvent être aussi appropriés par des associations ou par des écoles. Et je vous laisse conclure, Manuel. Oui, donc voilà, mon intervention, c'est pour dire que l'espace paysager ne doit pas être vu comme une contrainte et qu'il faut entretenir parce que la tendance actuelle, c'est de les aseptiser au maximum, c'est-à-dire un géotextile et de la minéralisation, hein, c'est-à-dire du gravier, des rochers, mais de bien dire on réaccueille des végétaux et un maximum de végétaux parce que c'est pas mal pour la capture du CO2, c'est bien aussi pour le microclimat et pour tempérer les fortes canicules, par exemple. Très bien. Merci beaucoup. On va conclure du coup ce tour de table des experts par l'intervention de Fabien Dufournel. Donc Fabien, vous êtes fondateur de Beekeeper et donc vous expliquez en quoi votre solution participe du coup de l'impact environnemental des supermarchés.
Bonjour à tout le monde, merci d'être venu. Merci à Lidl aussi de m'inviter pour parler de mon projet. Donc le projet Beekeeper qui vise à utiliser le numérique pour valoriser l'environnement et qui consiste à développer un système de ruches connectées. Donc tout part d'un premier constat qu'actuellement en France on a 60 000 apiculteurs à peu près qu'on considère en difficulté. En difficulté parce que 30% des abeilles grosso modo chaque année disparaissent. C'est un vrai problème pour les apiculteurs. Naturellement, c'est un changement complet du paradigme et de leur environnement de travail. Ils doivent y faire face et faire face en même temps à un import de miel de plus en plus massif qui a tendance à faire baisser le coût et aussi, eux, leur capacité de revenus. Donc là, le fait d'avoir créé une ruche connectée et d'apporter une brique numérique, ça nous permet de venir en aide à nos clients, entreprises de tout secteur, qui sont désireux d'installer des ruches pour faire un effort en faveur de la biodiversité, par exemple, et de leur proposer, avec ces ruches connectées, une application, un site web, où ils vont pouvoir mettre en avant les informations d'un point de vue pédagogique, donc tout ce qui a été collecté au point de vue des ruches. Nous, on va se charger derrière de mettre en avant, d'expliquer, de créer des articles pour parler des abeilles, de la biodiversité et d'aborder la problématique dans son sens le plus large, et aussi de valoriser leur politique environnementale en diffusant ce site web à travers des panneaux qui sont installés aux abords de l'entreprise avec un QR code, n'importe qui, des clients, des salariés, tout le monde peut venir, du coup c'est pas limité, venir voir, du coup en effet il y a des ruches, pourquoi, comment ça marche, à quoi ça sert. Voilà, donc c'est le but de la démarche. De cette valeur ajoutée du numérique, nous, ça nous permet, côté Beekeeper, de recruter des apiculteurs locaux et de financer leur activité, non pas sur une exploitation de l'abeille et de l'animal, qui doit à tout prix sortir du miel pour générer un revenu, mais du coup, nous, on challenge nos apiculteurs pour qu'ils s'occupent du bien-être de leurs abeilles avant toute chose. Parce que finalement, la plus-value n'est plus du coup sur une production à tout prix de miel. C'est exactement dans ce cadre qu'on a accompagné Lidl sur le projet Chili-Mazarin, avec l'installation donc, de 3 ruches. Donc Chili-Mazarin, ça a été une implantation assez standard par rapport à ce qu'on fait. Donc tout d'abord, il y a une première enquête, une étude préalable très très importante pour valider l'environnement, le contexte environnemental, que les abeilles aient un bol alimentaire suffisant, qu'elles trouvent de l'eau, essayer de résoudre un maximum les problèmes aussi de surpopulation animale. Aussi tout l'aspect sécuritaire. Vérifier qu'on soit bien dans le cadre légal, qu'on puisse bien installer correctement, que ça ne soit pas un problème ni pour les abeilles ni pour les humains naturellement. Ensuite, on recrute un apiculteur du coup local, c'est vraiment la phase où on va chercher quelqu'un qui est sur place, qui connaît, qui adhère. Donc là-dessus, moi je fais appel à Biocenis, notre partenaire qui nous a bien aidé pour le projet Chili-Mazarin, qui est présent d'ailleurs en stand PL01. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas. Et après, donc, la phase d'installation. Installation, connexion des ruches, on met à disposition. On crée le site, du coup, qui est personnalisé, là, en l'occurrence, à l'effigie de Lidl, qui peut se retrouver, donc, soit sur les mobiles, à travers le fameux QR code qu'on a sur des panneaux, soit dans le magasin, derrière un écran, une télévision, un support numérique quelconque, qui permet de faire apparaître en temps réel les données des abeilles et de la ruche. En parallèle, pour aller plus loin sur l'aspect plus pédagogie et partage, on accompagne aussi Lidl sur des interventions dans le magasin avec nos apiculteurs qui vont soit faire plus de connaissances, plus de pédagogie autour des abeilles, faire découvrir le monde de l'apiculture, le monde de la biodiversité, soit des jeux concours aussi où on doit reconnaître des essences de miel les yeux fermés, voilà, pour continuer à garder ce lien, cet effort pour le valoriser au maximum de ses capacités. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Fabien. Donc, je vous invite à aller voir le supermarché de Chili-Mazarin. On est en train d'installer en plus un sentier pédagogique dans ce magasin pour justement expliquer au grand public ce que fait Lidl. Donc, merci à vous trois pour cette intervention. J'espère que ça permet de montrer un peu finalement les coulisses d'un supermarché et que finalement
Cet effort qu'on fait aujourd'hui permet aussi de construire le patrimoine de demain. J'en profite pour faire un petit teasing pour vous dire que Lidl est partenaire des Journées européennes du patrimoine qui auront lieu dans 2 semaines maintenant, parce qu'on construit des supermarchés dans des anciennes friches industrielles, je vous l'ai dit, mais aussi finalement la construction aujourd'hui permet finalement de tester de nouvelles technologies, d'essayer de soutenir la recherche française, de soutenir des startups françaises et finalement construit un patrimoine futur. Il nous reste un quart d'heure. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à nous envoyer vos questions par l'appli. Et on va commencer tout de suite par une première question pour Alexandre, peut-être. En termes de construction, utilisez-vous des matériaux durables ? Alors aujourd'hui, une des tendances, ça va être justement de se rapprocher du biosourcing et de pouvoir avoir des matériaux qui sont fabriqués, transportés en France. C'est une des raisons pour lesquelles on est très attentif au choix des matériaux et à leur recyclabilité. On a pris parti de faire des choix technologiques et stratégiques, notamment pour les matériaux et pour le choix des charpentes. On a décidé de partir avec du bois, en lieu et place de l'acier, hein, tout simplement, par exemple. Et derrière, dans tous les choix de matériaux, que ce soit pour les murs de béton cellulaire ou d'isolant en toiture, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, l'aspect écologique et recyclabilité est très important. Aujourd'hui, étant donné qu'on est propriétaire, on ne revend pas les bâtiments derrière. Donc ces choix de mettre les critères environnementaux dans les comparatifs, en quelque sorte, de choix décisionnels de matériaux ou d'équipements, est rentré dans le processus de décision aujourd'hui. C'est-à-dire que Lidl aujourd'hui est capable de se dire « Ok, on va investir un petit peu plus au moment de l'acte de construire et de l'investissement du bâtiment si ça a des vertus de Made in France, de faire travailler, de faire jouer un peu l'économie locale. Le biosourcing, c'est un critère décisionnel qui n'a pas forcément été jusqu'à présent, mais dans l'industrie du BTP au sens large. Donc, si je prends l'exemple des équipements plutôt électrotechniques qui ont une consommation énergétique derrière, on va être à même de se dire, OK, on rajoute un petit peu de CAPEX sur la table. Si derrière, il y a une vraie démarche de limiter les consommations énergétiques, si c'est fabriqué en France, si les bureaux d'ingénierie sont en France, etc. Donc, exit uniquement le prix en bas de la page lors des achats et des sourcings de matériaux, ou uniquement la qualité. Les KPI, les indicateurs environnementaux ont leur place prépondérante dans le processus de décision. Et pour compléter peut-être, donc Lidl, on est le premier distributeur européen. Donc bien évidemment, l'effort qu'on fait en France sur la construction, c'est aussi quelque chose qui s'articule avec d'autres pays européens. Donc cette année, par exemple, Lidl a lancé en Suède le premier magasin en ossature bois. Et donc c'est quelque chose qui est pour nous très intéressant, vu qu'on est en France, on est très engagé avec FSC sur les produits à base de cellulose. C'est aussi quelque chose sur lequel on réfléchit pour la construction à l'avenir. Aujourd'hui, on est dans une démarche de s'inscrire dans les séquences éviter, réduire, compenser, ou dans les nouvelles réglementations E+, C-, qui sont en préparation. Donc on participe et on souhaite participer activement, personne ne nous le demande, on le fait de manière très, très volontaire, de faire un mapping sur notre niveau énergétique, le E+, et notre niveau de carbone à l'instant T. Le C-, et de se dire par rapport à ce mapping et cette photo à l'instant T, ok, quels sont les curseurs, quels sont les leviers que l'on a à notre disposition pour nous améliorer et diminuer. Est-ce que c'est du béton bas carbone? Pourquoi pas? Explorons la piste. Est-ce que c'est des enrobés à liants végétaux? Pourquoi pas? Explorons la piste. Toutes les pistes, même du petit pourcentage près, a son rôle à jouer et a son centre d'intérêt pour aller au bout de la démarche. C'est en ça que Lidl s'inscrit et s'entoure d'experts, de start-up, d'entreprises. Si derrière il y a un sens vertueux, un sens d'éco-construction, on regardera, on sera jusqu'au boutiste. Certaines seront des pistes mortes, c'est pas grave. On est dans une démarche très, très spontanée. Effectivement, j'ai aussi pas mal de questions, là je vois sur la partie plus plastique, recyclage, c'est pas forcément l'objet de la conférence. Un point de contexte peut-être, ce qui peut être intéressant, c'est qu'aujourd'hui, donc, quand on parle de l'immobilier commercial, chez nous ça représente à peu près 500 000 tonnes
kilos d'équivalent CO2, c'est à peu près 5% de nos émissions de gaz à effet de serre. Le 95% restant, c'est les produits. Donc on n'est pas en train de cacher ça. Mais aujourd'hui, on parle effectivement beaucoup de l'immobilier. Sur le plastique, très rapidement, on a aujourd'hui donc une solution de recyclage de nos emballages secondaires et tertiaires en magasin. C'est-à-dire que tous les emballages de regroupement sont massifiés en magasin, puis rapatriés en entrepôt, et de là, ils sont recyclés. Donc ça nous permet d'avoir une solution finalement plus efficace. Donc les camions qui chez nous livrent les magasins avec des produits repartent à plein avec des déchets, cartons, plastiques, qui sont ensuite donc massifiés en entrepôt, puis recyclés en France. Donc ça, c'est partie des choses qu'on fait sur le recyclage des plastiques. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que quelqu'un a une question à l'oral peut-être ? Allez-y, madame. Oui, effectivement. Donc oui, sur la place et la politique des parkings. Donc on a d'une part des obligations réglementaires. Alexandre vous en parlera peut-être plus précisément, qui consistent du coup à perméabiliser ces surfaces-là pour lutter justement contre l'artificialisation. Il y a des solutions qui existent, qui sont des solutions dites de pavés drainants, qui permettent permettre l'écoulement de l'eau. Aujourd'hui, Lidl en France, on estime qu'on a à peu près 300 000 m² de places de parking qui sont perméabilisées. Donc voilà, ça fait partie aussi de l'effort qu'on fait pour cette thématique-là. Et c'est dans le cadre donc d'une obligation réglementaire de la loi LOM, ou de la loi Elan, qui vise donc à installer un certain nombre de places de places de parking. Tu veux compléter peut-être ? En fait, depuis 2016, systématiquement, sur les nouveaux supermarchés, toutes les places de stationnement, les places de parking sont créées en pavés drainants, donc qui laissent passer l'eau à 99,9%, c'est certifié par le CEREMA, pour la bonne gestion des eaux pluviales et la lutte contre les îlots de chaleur, justement, comme vous en faisiez mention. Donc c'est à peu près plus de 300-350 supermarchés à date qui sont installés, et ça fait partie de notre cahier des charges très strict de construction. Donc aujourd'hui, une nouvelle construction Lidl, depuis 3-4 ans, a obligation d'installer ces pavés drainants. Derrière reste la question très ouverte des bandes de circulation, les voies pour les voiries légères ou pour les camions, où on est en recherche active avec nos partenaires grands comptes, les grands constructeurs routiers, on va dire, pour voir qu'est-ce qui existe comme solution pour garantir et la pérennité de l'ouvrage, parce que si on met de la terre battue, vous comprendrez bien qu'avec les gérations de camions ou la fréquentation du parking, ça va être un peu délicat, mais de trouver toutes les parades pour allier la bonne gestion des eaux pluviales, la lutte contre les îlots de chaleur et la pérennité dans le temps. Donc si vous allez aujourd'hui sur un supermarché Lidl, vous verrez partout des petits pavés gris et des noues paysagères au niveau des parkings pour éviter, ou en tout cas limiter un maximum ces impacts-là. Mais vous n'aurez jamais un Lidl récent avec je sais pas, 20 000 m² ou 30 000 m² de béton. Il faut se rappeler que Lidl, c'est un petit supermarché. On n'est pas du tout sur le format hyper ou zone commerciale ou quoi que ce soit. C'est des surfaces de plancher qui font 2500 m² maximum. C'est des parcelles de 9 000, 10 000 m² grand maximum. Donc on est très loin des hyper avec 3000 places de parking. Un parking Lidl, c'est en moyenne 100 places. Donc on est sur un format très restreint pour justement s'implanter dans des zones un peu plus urbanisées, de travailler sur les aspects paysagers pour intégrer dans son environnement le projet au mieux et de ne pas dénaturer les entrées de ville ou ce genre de choses. Mais le point du parking est très important parce que quand on construit un nouveau magasin, c'est quelque chose qui a tendance à rester. Quand on achète ou quand on hérite d'un magasin, c'est un passif. Aujourd'hui, c'est très stratégique de construire un parking. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez coulé entre guillemets, le parking, derrière, c'est très compliqué d'en changer. Donc aujourd'hui, par exemple, sur nos nouveaux magasins, on a tendance à prééquiper
des places en bornes de recharge électrique, ou du moins en infrastructure de recharge, pour demain accompagner le développement des mobilités. De la même manière, vous l'avez peut-être vu sur la vidéo, mais l'éclairage du parking chez nous est dans nos nouveaux magasins, comme celui de Chilly-Mazarin, géré par des candélabres photovoltaïques. Donc ça évite de creuser des tranchées et de mettre des fourreaux électriques dans le parking. Donc aujourd'hui, on arrive finalement à être relativement autonome sur un certain nombre de postes, et ça permet d'être plus efficace aussi sur ces espaces-là, qui sont des espaces effectivement très artificialisés, qui sont aussi en perception client, en perception citoyenne, à des espaces avec de moins en moins d'acceptabilité. Je voulais rebondir d'ailleurs sur cette question. On a développé des concepts de supermarchés pour des zones un peu plus urbanisées. Des concepts métropolitains où en fait on vient rationaliser l'espace et on vient mettre la surface de vente au-dessus du parking pour éviter justement d'artificialiser d'autant plus. Donc ça vient rationaliser l'espace et pour le coup pas de zone d'îlot de chaleur ou quoi que ce soit, étant donné que vous êtes sous le bâtiment tout simplement et vous accédez à la surface de vente avec ascenseur, travelator, enfin tout ce qu'il y a de plus classique. Mais du coup c'est quelque chose de beaucoup plus condensé et avec des impacts bien maîtrisés. Donc c'est le type de raisonnement qui sont de l'ordre du bon sens, mais qui nous drive un petit peu dans la réflexion et derrière vont nous amener sur les sujets de repenser la ville avec des projets mixtes, tout ce genre de choses. Il nous reste 3 minutes, une dernière petite question peut-être. Allez-y madame. Bonjour, merci. Vous parlez de perception citoyenne et consommateur. De manière générale, le futur des marques, ça s'écrit plutôt avec eux, on a l'impression. Donc je voulais savoir ce que vous faisiez sur la co-conception avec les citoyens dans l'extérieur du supermarché et avec vos consommateurs. Ok. Alors sur la partie association des consommateurs, donc on a une matrice de matérialité où on prend donc le feedback des consommateurs qui nous permet de voir quelles sont leurs priorités. Donc aujourd'hui, c'est vrai, les priorités des consommateurs, ce sont des thématiques liées au sourcing local, au bien-être animal, au gaspillage alimentaire. Voilà. Sur les projets immobiliers, aujourd'hui, ce sont des projets qui sont très encadrés administrativement. Donc on soumet des projets à des commissions départementales d'aménagement commercial qui les instruisent en fonction des obligations réglementaires. Et là, se trouvent aussi des représentants des parties prenantes locales. Mais c'est vrai que sur les projets, comme par exemple vous présentez Manuel Bourriot, lorsqu'on construit une noue paysagère, un sentier paysager, lorsqu'on met en place un verger, ça intervient généralement, la consultation, ou du moins l'association des parties prenantes associatives intervient généralement après qu'on a l'approbation administrative. Évidemment, on ne peut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, si vous voulez. J'espère avoir répondu à votre question, je vois l'heure qui tourne. Merci à toutes, merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. On se tient à votre disposition dans les minutes qui viennent, dans les couloirs, si vous souhaitez approfondir tel ou tel point avec nos intervenants. Que je remercie encore une fois chaleureusement d'avoir pris le temps de venir ici et d'avoir partagé leur expertise avec vous. Merci à vous et bonne fin de salon. On est passé au centre tout à l'heure. Ouais. Bon, tu te passes. C'est sur votre synergie parce que pour moi c'est une vitrine quand même qui vaut le détour.